On va donner les clés de la salle à Jean-Luc Noël, qui est psychologue clinicien, qui a accepté d'animer cette session plénière, de la présider. On l'a intitulé « Se réinventer au quotidien », entre parenthèses, « Ce à quoi nous obligent les maladies neuroévolutives ». Jean-Luc, c'est à toi. Bien, notre mission est rude de répondre à cette question, se réinventer au quotidien. Juste dans une introduction, vous voyez, on est un peu nombreux, on va vraiment privilégier des échanges et des expériences, des retours d'expérience et des réflexions autour de cette question. En y pensant, moi, sur se réinventer au quotidien, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est finalement le quotidien. Le quotidien, parce que dans toutes les maladies, on voit bien que c'est souvent scandé par des temps, que ce soit le temps de l'annonce, le temps des médicaments, les temps d'hiver. Et on en oublie trop souvent que ces maladies sont des maladies à vivre, sont des maladies finalement qui vont prendre le quotidien et qui s'expérimentent dans ce quotidien et qui font que les changements qui doivent apparaître n'apparaissent pas forcément dans les temps de consultation ou dans les temps avec les professionnels, mais apparaissent au fur et à mesure. Et je trouve, pour moi, c'est assez fondamental qu'on arrive à réduire aussi parfois cet écart que l'on peut avoir entre des professionnels et des malades sur la perception de la maladie, sur le vécu de la maladie et surtout sur l'incidence de la maladie justement sur ce quotidien. Et j'aurais presque envie de dire, pour reprendre comme Fabrice peut parler, sur ce qui compte vraiment pour les personnes, il peut y avoir ce décalage et je trouve qu'on va prendre ce temps d'explorer un petit peu en quoi tous ces temps de décalage peuvent être des temps de rencontre, comme vous pouviez le dire, et comment on peut aussi entendre ces paroles, les intégrer dans les démarches professionnelles et pouvoir aider aussi les malades à se réinventer si on en vient au terme de réinventer. Alors moi, Fabrice vous l'a dit, je suis psychologue. Pour ceux qui sont déjà venus aux universités d'été, on a déjà parlé un petit peu de tous ces temps. Le terme réinventer n'est pas forcément un terme très psychologique, mais moi, quand je pense à ça, je pense à cette question qu'on utilise souvent, ce concept qui est le travail de deuil. Donc c'est souvent un concept qui est mal compris, qui est utilisé un petit peu d'une manière un peu légère, voire frivole, mais il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans ce travail de deuil, parce que le travail de deuil, souvent, on ne le voit que comme l'acceptation. On ne pense au travail de deuil, il a accepté, par exemple, la maladie, il a accepté la perte, sans voir que c'est pas ça le travail de deuil. Le travail de deuil, c'est justement d'explorer et d'expérimenter dans le quotidien ce que l'on a perdu, de retrouver à vivre et de retrouver, j'espère, du plaisir à vivre en se réinventant, en trouvant d'autres voies, en trouvant d'autres manières d'être et d'autres manières de parfois de penser la vie. Et c'est bien ça la finalité du travail de deuil, qui est quand même de réinvestir la vie d'une autre manière. Et d'une manière, et c'est là où le terme réinventer, moi, me parle, et vous allez en parler, me plaît bien, c'est d'une manière que l'on ne soupçonne pas forcément, évidemment. C'est-à-dire que si on pense à la maladie, quiconque à qui on va annoncer la maladie, personne ne dit « ouais, chouette, je suis malade ». Au contraire, il y a quelque chose qui vient véritablement assombrir. Et il y a tout ce travail de deuil ou du quotidien qui fait qu'on va retrouver peut-être de nouvelles ressources, de nouveaux plaisirs, de nouvelles manières de voir les relations, de nouvelles manières de se sentir au monde. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on arrive à explorer, en parler. Et c'est un petit peu, alors là, nous avons des professionnels, des personnes concernées, des personnes malades, et qu'on arrive un petit peu à échanger autour de ça. Voilà, ça va, je suis clair ? Un peu vif aujourd'hui, mais bon, toujours. On va se donner des interventions d'une dizaine de minutes et Marie, vous allez commencer, puis vous allez faire tout ce que vous avez à faire. Hein ? Comme ça ? Oui, en respectant le temps, à peu près, mais je suis là pour vous le rappeler. Oui. Allez-y, à vous. Bonjour, je suis Marie Delaine, patiente partenaire de France Sclérose en plaques. Alors moi, la maladie m'a touchée il y a plus de 30 ans. Au départ, ça a été une grosse déflagration. L'annonce, la maladie, c'est une épreuve majeure parce que c'est une maladie incurable, pleine d'incertitudes et qui commence par générer dans votre cerveau un flot d'émotions très désagréables. Je pense que le mot acceptation, il est intéressant dans le sens où il veut dire prendre acte. On prend acte qu'on est atteint de cette maladie. Et une fois qu'on a pris acte, les choses ne sont pas terminées, c'est là que ça commence. On est sorti, me semble-t-il, à ce moment-là, de ce flot d'émotions qui vous submerge, désagréable, pénible, et il va falloir faire
un long travail pour sortir du déséquilibre. La maladie est une grande source de déséquilibre existentiel. Donc pour en sortir, il me semble qu'il faut un bon accompagnement. Cet accompagnement, un accompagnement de qualité qui existe aujourd'hui. Il est triple à mes yeux. Il y a d'abord l'accompagnement médical. Il va être pérenne, il est majeur, parce que va-t-on demander à notre médecin, notre neurologue pour l'essentiel et de son équipe? C'est de nous rassurer. Voilà. Comment nous rassure-t-on? On nous rassure en nous écoutant, en nous informant, et en nous offrant des possibilités de changement, en nous préparant au changement. Nous écouter, ça veut dire nous écouter, dire des choses parfois pénibles, désagréables, dire qu'on va sur les sites internet, mais je crois que le médecin devra l'entendre comme c'est quand même un patient actif, il essaie de s'informer. Et puis si on va vers vous les médecins, c'est parce que vous êtes l'expert. In fine, c'est votre parole qui va compter, plus que ce qu'on lit sur les réseaux. Donc, il doit pouvoir nous écouter, il doit pouvoir nous informer sur tout ce qui existe. On a la chance, dans notre pathologie, la sclérose en plaques, d'être dans un moment de grande avancée thérapeutique. Vous voyez, la recherche est extraordinaire. On est plein d'espoir. Je pense que c'est la réalité. On a une maladie qui, grâce à de nouveaux traitements de fond performants, nous permettent donc de limiter le nombre de poussées, puisque la plupart des scléroses en plaques se présentent sous forme de poussées, de juguler tout ça. Donc, on peut avoir une espérance, un espoir vraiment sûr, certain, et tout en étant raisonnable. Et puis, le médecin, il y a des choses très importantes, vous voyez. Lorsque le médecin nous reçoit, il faut être rassuré, il faut réussir cette rencontre. C'est une belle rencontre avec le médecin. Et la rencontre, ça sera une rencontre lorsqu'il nous aura rassurés. Et il peut nous rassurer à travers ces petites phrases d'ancrage dont il ne se rend peut-être pas compte, mais qui pour nous sont essentielles. Nous dire, c'est normal de ressentir ce que vous ressentez. C'est bravo, continuez, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous, je suis avec vous, je vais vous accompagner, je vais vous aider. Toutes ces petites phrases-là qu'on prononce, qu'on entend parfois chez certains à la fin d'une consultation, vous ne pouvez pas savoir comme c'est important, la place que ça a. Il nous informe, donc je l'ai dit après, et puis ensuite, il va nous proposer des axes de changement, en nous proposant donc de nous relier au réseau de santé. Moi, je suis par exemple soignée à Marseille, dans un grand centre au CHU, dans un grand centre de ressources et de compétences, d'excellence, et ce qui me permet de bénéficier d'un soutien multidisciplinaire. Et puis, il va aussi nous orienter vers une réponse thérapeutique exceptionnelle, qui à mes yeux est exceptionnelle, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Voyez. Et puis, il va nous orienter aussi vers les associations de patients. Voilà des méthodes qui sont extraordinairement puissantes pour nous. Et puis, le second accompagnement dont on a besoin, c'est l'accompagnement social. Parce qu'il faut... Tout le monde n'est pas à l'aise, si vous voulez, avec les démarches administratives. Être atteint d'une maladie chronique évolutive, c'est avoir besoin de beaucoup d'informations dans le champ de l'administratif et du social. Il y a des assistantes sociales qui existent, on ne les connaît pas forcément. Les réseaux de santé nous permettent donc, nous orientent là aussi, et il faut se faire aider. Moi, c'est ce que je conseille toujours à notre communauté de patients. Et puis, il y a alors, pour moi, un accompagnement qui est majeur, c'est l'accompagnement psychologique, qui nous permet d'éviter de tourner en rond, voyez, d'avancer, de verbaliser nos peurs, nos pleurs, et tout ça, quand même, ça nous permet d'aller bien de l'avant. Avec tout ça, avec ces accompagnements de qualité dont j'ai pu, moi, toujours bénéficier ces dernières années, pas quand je suis tombée malade, il n'y avait pas tout ça, mais j'en ai bénéficié ultérieurement, on peut gagner beaucoup de temps et à ce moment-là, être dans une forme d'acceptation, de prise d'acte de la maladie qui va nous permettre de la réinventer, cette vie. Réinventer la vie, c'est multi, ça a beaucoup d'expressions. Ça va être par exemple faire en sorte, si vous voulez, que le traitement
le traitement, la prise de médicaments devienne quelque chose de banal, d'anodin, de plus se battre, de plus réfléchir à ça. On se soigne, on est observant, parce que c'est la bonne solution. Et d'observant, on devient adhérent. Voilà, pour moi, ça, c'est le premier truc. C'est aussi accepter de changer de comportement. C'est accepter la lenteur. C'est accepter de faire moins d'activités. C'est accepter d'être beaucoup plus lent, de faire moins de choses. C'est se dire prendre soin de soi, parce qu'on n'est pas dans un monde où on prend vraiment soin de soi, on avance. Surtout que c'est une maladie, quand même, la sclérose en plaques, qui touche généralement des gens jeunes, des gens autour de 30 ans. C'est-à-dire un moment qui arrive dans la vie, un moment où on construit toujours, tout le monde construit des projets. Et là, on est un peu brisé dans ces projets de vie, voyez. Donc, il va falloir réfléchir à tout ça. Donc, on va prendre soin de soi, si on n'a pas l'habitude à notre âge de le faire. Prendre soin de son corps, et puis se dire il y a des choses, on ne peut pas lutter contre elles seront toujours là. La fatigue, par exemple, elle sera toujours là. C'est pas la peine que je lutte contre ça. Elle sera toujours là, donc je vais faire avec. Pour faire avec, je vais faire moins de choses. Je vais accepter de me faire aider. Moi, il y a des choses qui m'ont vraiment aidé. Par exemple, avoir une personne à la maison qui venait faire une activité ménagère. L'aide ménagère, là aussi, la carte de mobilité inclusion priorité, c'est très important ça. Vous n'avez pas à attendre dans les files d'attente. Au moins, vous pouvez aller au musée sans vous épuiser, parce que la station debout, c'est quelque chose de très pénible, immobile. Donc, si vous pouvez shunter la file d'attente et puis passer directement, aller au théâtre, au cinéma ou parcourir un musée sans traverser toutes sans attendre comme ça, c'est génial. Moi, c'est des outils qu'il faut utiliser. Il faut oser les utiliser. Ça change la vie. Et puis, il faut prioriser. Oui, tout ça aussi pour essayer de faire des choses qu'on a envie de faire et puis laisser tomber des choses moins intéressantes. Il faut connaître nos droits, il faut connaître les possibilités, il faut s'informer. Dans le travail, par exemple, il faut continuer à travailler. Je pense que c'est important de travailler, j'en suis convaincue. Mais souvent, en tout cas, oui, fréquemment, dans nos maladies, on ne pourra pas travailler comme avant. Donc, il va falloir ralentir, il va falloir demander des aides. Pour cela, oser dire je suis une personne en situation de handicap, puisque dans le travail on n'a pas une maladie mais on a un handicap, c'est-à-dire des troubles fonctionnels qui vont résonner dans le travail. Donc demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui ouvre des aides. Il faut faire avec ces mots très violents: handicap, invalidité, inaptitude, incapacité. C'est dur ça, hein. Maintenant j'en parle aisément, mais pendant des années ça a été quelque chose de très dur pour moi. Et je vois des gens qui tombent malades aujourd'hui, qui n'arrivent pas à les prononcer ces mots, qui ne demandent pas la reconnaissance de travailleurs handicapés parce que c'est stigmatisant. Eh bien oui, mais il y a des choses qui restent stigmatisantes. Quand vous marchez de travers, vous sentez que vous êtes stigmatisé, mais là aussi, on prend acte, c'est comme ça. On n'est pas dans la norme, on est dans un monde où il faut marcher droit, il faut marcher... c'est pas ça, tant pis, on est comme ça, voyez. Et toutes ces choses-là, il faut prendre acte de tout ça et puis faire avec. Voilà, il me semble ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, il y a des moyens, vous voyez, la communication, tout ça. On a les ateliers d'éducation thérapeutique, je ne dirai jamais assez combien cela est essentiel. L'entourage est important, j'ai oublié de parler de l'entourage, alors que l'entourage est super important. Et on a la chance, dans les ateliers d'éducation thérapeutique, de travailler sur la communication. Comment communiquer avec la maladie. Bon, il y a déjà au niveau de l'annonce, aujourd'hui, les médecins de plus en plus associent l'entourage, le conjoint, voyez, à l'annonce. Ça, c'est formidable, parce que ça permet à l'autre de comprendre. C'est fabuleux. Je veux dire, ce qu'on observe quand même encore dans nos maladies, c'est qu'il y a davantage de séparation, vous voyez, lorsqu'on a une maladie comme la sclérose en plaques que dans les autres cas. Donc, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'incompréhension, de difficultés relationnelles, et que tout ce qui peut participer à
à améliorer la situation est positive. Et ça, on l'a au niveau de l'annonce, et puis on l'a après dans le cadre des actions de communication qui sont faites, notamment à l'occasion des conférences avec les médecins, et puis à l'occasion des ateliers d'éducation thérapeutique. Voilà. En tout cas, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, avec tous ces accompagnements, avec toutes les réflexions qu'on peut mener, on peut aller vers beaucoup plus d'autonomie, et puis trouver un nouvel équilibre dans la vie avec la maladie, et avoir une jolie vie avec une maladie. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Marie. Vous êtes toujours passionnante de volonté de lien, parce que dans tout ce que vous dites, c'est vraiment la relation qui semble vraiment la chose primordiale, la relation que ce soit avec les proches, que ce soit avec l'environnement. Et vous le dites bien, les efforts à faire pour maintenir cette relation, c'est-à-dire qu'il faut accepter de demander de l'aide. Mais vous démontrez bien la force de cette relation de nourriture finalement relationnelle que vous allez trouver dans les relations avec chacun, mais qui aide aussi à trouver des ressources, qui aident à se retrouver et qui aident à cette acceptation. Donc je trouve que là, il y a quelque chose de très fort sur un malade qui n'est pas isolé, mais qui est ouvert aux autres, qui fait son pas vis-à-vis des autres, mais qui a aussi comme exigence que l'autre, et en particulier le professionnel, fasse un pas pour être en accord et en raccord. Et c'est là où, Jean-Louis, je vais vous donner la parole, président de France Parkinson, justement dans la mise en lien et dans la mise en relation pour aider. Je pense que là, on a quelque chose d'assez central. Oui. Bonjour à tous. Je voulais commencer par vous donner ma définition de la recherche. Si on peut passer la slide. C'est plein d'espoir, en fait. La recherche, c'est la possibilité de trouver des choses quand on ne les cherche pas, en fait. Et de la même façon, quand on explore une piste, et même si elle n'aboutit pas, en fait, on fait progresser la recherche, parce que on ferme une porte et ça en ouvre d'autres. Donc moi, c'était ma petite contribution au débat sur la définition de la recherche. Le hasard est très important dans la recherche, en fait. Je ne sais pas s'il y a une éthique du hasard, mais c'est un point important. Alors, oui, plutôt sur le fond du débat, en fait, la première chose à savoir, c'est que quand vous êtes diagnostiqué de la maladie de Parkinson, on vous annonce que vous avez un syndrome parkinsonien. Et la capacité de réinvention, elle est différente selon que ce syndrome de parkinsonien va évoluer. Évidemment, si on a une dégénérescence cortico-basale ou une atrophie multisystématisée, c'est pas la même chose que si on a un Parkinson idiopathique. Or ça, vous le savez pas au départ. Donc ça crée on vous donne un diagnostic, syndrome parkinsonien, et puis avec le temps, vous allez apprendre effectivement à savoir si cette maladie est très agressive ou si elle est tolérable. Donc dans le cas de la réinvention, je pense qu'on peut plus facilement se réinventer sur un Parkinson idiopathique qui va vous donner le temps, qui va vous donner des solutions thérapeutiques qui existent et qui font qu'effectivement, on n'a pas la même vision de la réinvention. C'est important, je pense, de le dire, parce qu'on est quand même dans un laps de temps où on ignore ça au départ, et on se tourne vers le praticien et on lui demande « Bon, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une maladie de Parkinson ?» Et il ne peut pas vous éclairer plus que ça. Il ne peut pas vous dire « Vous allez effectivement avoir telle ligne de maladie sur les 10 ou 20 ans à venir. » Il est simplement, effectivement, donc je pense qu'il y a un rôle qui est très important, qui est de rassurer la personne, comme ça a été dit, par rapport à son diagnostic. La deuxième chose, c'est que, effectivement, la capacité de réinvention, elle tient aussi à l'âge. Selon qu'on a la maladie de Parkinson à 20 ans, ou à 28 ans, ou à 50 ans, ou à 70 ans, ou à 80 ans, on ne se réinvente pas de la même façon. Donc aujourd'hui, on est quand même sur une maladie qui progresse très vite, qui est la maladie neuroévolutive qui progresse le plus rapidement. Et donc, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont touchés. Et la capacité d'invention, moi, je pense qu'elle est importante, notamment évidemment, encore plus chez les jeunes patients. Et effectivement, quand je les rencontre, je leur dis, mais surtout, il faut que vous continuiez à vivre le plus normalement possible. Donc, il y a tout le processus d'acceptation entre-temps, mais en tout cas, il faut vraiment les encourager à vivre le plus possible comme ils l'ont fait jusque-là.
parce que en fait, il y a évidemment cette capacité d'invention est possible dans la maladie de Parkinson, mais elle se heurte évidemment à une surreprésentation de la part de la personne qui est touchée de sa maladie. Et puis, évidemment, dans le regard des autres, il y a aussi effectivement quelque chose qui se passe qui fait que cette maladie, elle est relativement stigmatisée. Enfin, stigmatisée, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, elle est souvent cachée parce que c'est la deuxième cause de handicap invisible en entreprise. Il faut le savoir. Les personnes atteintes ont du mal à le dire. Moi, j'ai même rencontré quelqu'un qui l'a caché à sa femme pendant 2 ans. Il a été diagnostiqué, il l'a caché à son épouse pendant 2 ans. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est très fort et au-delà duquel il faut passer pour évoluer sur la maladie. Donc là, tout ce qui peut être effectivement soutien psychologique est important. Et je crois que c'est très bien fait. Moi, je pense que c'est essentiel même dans cette maladie. La troisième chose, c'est que, mais ça a été dit, c'est que effectivement la réinvention, elle existe, mais elle est rarement en mieux en fait. Il faut quand même s'habituer à se dire que c'est une réinvention en minoré, à part quelques grandes exceptions. C'est-à-dire que c'est une réinvention vers un chemin que vous n'aviez pas nécessairement choisi au départ. Donc c'est comme dit comme dit quelqu'un que je connais bien qui a la maladie de Parkinson et qui a créé une formation sur le handicap invisible, c'est rarement un booster de carrière. Quand vous allez voir votre responsable de votre DRH et que vous lui dites que vous avez la maladie de Parkinson, il se dit pas chouette, je vais te promouvoir. Donc en fait, il y a plutôt il faut, mais par contre, on peut trouver des capacités d'invention et si c'est bien fait, il y a beaucoup de grands groupes maintenant et même des PME qui sont très sensibles à ces sujets et qui évoluent sur le sujet et qui montrent qu'on peut effectivement continuer à travailler avec une sclérose en plaques, avec une maladie de Parkinson. Donc voilà, c'est important. Il y a l'autre chose, c'est que évidemment, il n'y a pas que vous, que ça a été dit aussi. Vous n'êtes pas le seul à vous réinventer en fait. C'est le couple, c'est la cellule familiale, c'est l'environnement qui va se réinventer. Parce qu'on n'a pas les mêmes projets, parce que quand par exemple, si on a la maladie de Parkinson, il va falloir avoir des soins de kiné et d'orthophonie très régulières, donc vous n'allez pas vous implanter, vous n'allez pas avoir comme projet de faire votre retraite dans un désert médical, par exemple. Donc tout ça intervient. Et je pense que c'est important de comprendre que effectivement, moi, en tout cas dans mon cas personnel, j'ai vu que le couple, la cellule familiale est ébranlée par cette annonce et qu'il faut effectivement qu'ils travaillent eux aussi avec des psychologues pour surmonter ce point-là et accepter et aller de l'avant. Et puis voilà, le dernier point que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples de réinvention. Enfin, je vais en donner quelques-uns qui sont emblématiques. Donc, et c'est souvent des réinventions. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est souvent des réinventions qui sont des réinventions en aidant autrui. En fait, les gens se mettent au service des autres. Par exemple, Michael Fox était un exemple de réinvention. Il a fait pour la maladie énormément. Vous avez aussi un chercheur qui s'appelle Guillaume Brachet, qui a eu Parkinson à 30 ans, et dont j'ai vu le livre traîner sur les étagères, là, et qui est un chercheur qui, effectivement, a trouvé 2 molécules antidiabétiques qui pourraient ralentir la maladie. Donc lui, effectivement, il a trouvé sa réinvention dans sa capacité à proposer une solution de recherche qui est effectivement pertinente. En tout cas, aujourd'hui, on pense qu'elle est pertinente. Il y a aussi une réinvention. Donc, j'ai cet ami qui avait la maladie de Parkinson en même temps que moi. Dont on était dans la même société. On ne se l'était pas dit. Et lui, il s'est réinventé en créant une formation qui s'appelle le handicap contre-attaque. Et au sein de la BNP, il a animé 400 séances sur le handicap invisible. Et donc, en fait, il les anime maintenant partout. Et il s'est réinventé. Il y a aussi un exemple qui m'est venu récemment d'une personne qui a la maladie de Parkinson et qui m'a dit « Mais mon grand-père avait la maladie de Parkinson. Il était menuisier et il a inventé des outils qui lui permettaient effectivement de travailler alors qu'il était plutôt paralysé du côté gauche, enfin,
qui est un déficit fonctionnel du côté gauche. Donc il avait des outils qui lui permettaient de réinventer le métier de menuisier. Il les a fait. Donc cette capacité de réinvention, elle existe, je crois. Il faut aller la chercher, il faut encourager les gens à aller la chercher. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Eh ben, grand merci. Vous notez, tout comme Marie a pu le faire, l'importance de la bonne connaissance de la maladie, l'importance d'avoir les bonnes informations, d'avoir finalement un cheminement vers ça, autant pour les malades, mais aussi pour l'environnement, que ce soit l'environnement proche, familial, mais aussi, là, vous le dites bien, en entreprise. Vous avez dit, c'est quoi qui contre-attaque? C'était le handicap contre-attaque. Le handicap contre-attaque. Enfin, il y a quelque chose alors certes, de provoquant, on y va, oui. mais c'est aussi d'informer, de sensibiliser, je veux dire, pour que la relation puisse se recréer en prenant en compte la particularité de l'autre, et finalement, peut-être aussi à dédramatiser, parce que vous avez tous les deux parlé de stigmatisation, stigmatisation étant aussi la peur que l'autre nous renvoie et qu'on met de côté, qu'on renvoie et qu'on renvoie l'autre dans ses pénates. Et donc je trouve qu'encore une fois, on est sur quelque chose, comment créer du lien, mais créer du lien pas simplement sur le vécu de la maladie, comprenez-moi avec empathie ou compassion, mais comprenez-moi avec ce que je vis concrètement de la réalité de la maladie et sur ses conséquences. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui résonne bien entre Marie et vous autour de ce sujet-là et qui est pour moi une source vraiment d'enrichissement. C'est-à-dire qu'on a aussi autant à apprendre évidemment de la médecine ou des professionnels sur ce qu'est la maladie, mais aussi sur comment elle se manifeste au quotidien avec toute cette diversité et avec toutes les ressources qui peuvent être ou non mobilisées par les malades pour mieux les aider. Et c'est là où, Vincent, vous allez avoir une vision peut-être un petit peu plus nuancée sur la réinvention par rapport à la maladie à cœur de Lewy, sur quelque chose d'un peu différent, justement peut-être dans des balbutiements de la connaissance sur cette maladie. Et vous avez 12 minutes, voire 13, parce que Jean-Louis vous en a donné un peu. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Mouisseau, je suis le délégué général de l'Association des aidants et malades à cœur de Lévis. J'étais très sensible, Marie, à ce que vous avez dit quand vous avez dit il faut rassurer les personnes touchées, et pour les rassurer, il faut les informer. Mais pour les informer, il faut connaître, il faut savoir. Et toute la problématique de la maladie à cœur de Lévis, c'est que c'est une maladie qui est très très mal connue. Et c'est pas une maladie rare, parce que souvent on se dit si elle n'est pas connue, c'est qu'elle doit toucher très peu de monde. Non, pas du tout. Elle touche plus de 200 000 personnes en France qui vivent, et là réinventer son quotidien dans ce contexte c'est très compliqué, qui vivent une errance diagnostique parfois très 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 longue, qui peut durer 4 ans, 5 ans. Il y a des malades à cœur de Lévis qui décèdent sans jamais avoir été diagnostiqués. Donc ça, évidemment, c'est la situation la plus dure à vivre. Et réinventer son quotidien quand on a des symptômes, je vais vous en dire quelques mots, dont on ne connaît pas la cause, pour lesquels il n'a pas été posé de diagnostic et donc pas de traitement adapté, vous imaginez que, quelque part, la vie s'arrête, qu'on ne peut plus penser qu'à ça, que ça devient une obsession et que on est dans une situation d'angoisse face à l'avenir, un sentiment d'isolement et d'incompréhension très difficile, et avec parfois une difficulté avec le corps médical qui ne connaît pas toujours bien la maladie. Ils y sont pour rien, on ne leur a pas appris à l'école. Maintenant, les choses évoluent un peu, heureusement, et évoluent très très vite. Mais voilà, réinventer le quotidien quand on a mal à cœur de Lévis, c'est déjà se battre pour obtenir un diagnostic. Alors pourquoi ce diagnostic dans la maladie à cœur de Lévis est si difficile à poser ou si long à poser ? Parce que la maladie à cœur de Lévis, donc elle touche 200 000 personnes en France, c'est une maladie qui évolue à bas bruit pendant pas mal de temps, avant que les symptômes deviennent véritablement handicapants et génèrent des plaintes sérieuses d'un patient ou de son entourage. Ce qui caractérise la maladie, c'est que il y a beaucoup de symptômes, mais qui vont apparaître de manière très différente d'un patient à l'autre. Il y a des troubles cognitifs dans la maladie à cœur de Lévis. Il y a des troubles du comportement, il y a des troubles moteurs, pas toujours, mais souvent. Et tous ces troubles vont apparaître dans le désordre. Tant et si bien que très souvent, quand les troubles cognitifs sont au premier plan, le premier diagnostic qui est souvent posé, c'est une maladie d'Alzheimer. Alors parfois on dit Alzheimer un peu atypique.
Et les patients et les familles qui ont ce diagnostic au début savent bien et sentent bien qu'il y a autre chose que la maladie d'Alzheimer. Et ils vont, comme vous le disiez Marie, sur Internet, ils vont rechercher tel et tel symptôme. Bon, ils finissent par tomber sur la maladie. Mais il y a cette entrée par la maladie, par des troubles cognitifs, qui va générer encore un primo-diagnostic qui n'est pas le bon. Quand les troubles sont des troubles moteurs au début, très souvent, le premier diagnostic est un diagnostic de maladie de Parkinson, un peu atypique. Mais ça n'est pas au final le bon diagnostic. Et quand il y a des troubles du comportement, les troubles du comportement dans la maladie à corps de Lévy, c'est des hallucinations qui peuvent être visuelles, auditives, etc., qui peuvent être très envahissantes. C'est des troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est-à-dire on vit ses rêves éveillés et on peut se mettre en danger et mettre en danger les autres. C'est des idées délirantes, des sentiments de persécution, etc. Et puis une grande angoisse. Voilà. Et tous ces troubles du comportement, et notamment les fluctuations, c'est une maladie où il y a beaucoup de fluctuations, les symptômes fluctuent. Et très souvent, le premier diagnostic qui est posé, c'est un diagnostic de bipolarité, parce que ces montagnes russes dans les symptômes font penser à ça. Et puis voilà, donc les malades à corps de Lévy, ils sont pendant parfois de nombreuses années face à une situation où tout s'arrête, la vie s'arrête. Réinventer le quotidien, comme vous l'avez dit, ça n'a presque pas de sens. C'est très difficile, mais il faut arriver à vivre dans cette situation où on n'a pas de diagnostic, donc on n'a pas de traitement. Et très souvent, du coup, on a des mauvais traitements. Les malades à corps de Lévy sont extrêmement sensibles à la pharmacopée, quelle qu'elle soit. Et malheureusement, très souvent, lorsque le premier diagnostic n'est pas le bon, la mise en place du traitement médicamenteux va avoir des effets extrêmement délétères sur les patients. L'exemple le plus terrible, c'est le patient qui... dans un trouble du comportement sévère, est envoyé aux urgences, soit venant d'un EHPAD, soit venant de chez lui, parce que l'entourage n'arrive plus à gérer. Et il arrive aux urgences, trouble du comportement, neuroleptique, première dose, deuxième dose, coma, décès. Voilà. Parce qu'ils sont totalement intolérants à ces médicaments, et c'est vrai pour tous les autres médicaments. Donc aujourd'hui, le malade à corps de Lévy, il doit d'abord lutter contre tout un tas de souffrances qui sont évitables. Et c'est ça qui est important. Et les choses évoluent heureusement et beaucoup grâce à tous les acteurs psycho-médico-sociaux qui, n'ayant pas été formés à la maladie, eux ont réinventé leur pratique, tout seuls très souvent. Et se sont auto-formés et ont formé l'entourage. Et moi, je veux vraiment saluer le travail extrêmement difficile, parce que eux aussi ont dû réinventer beaucoup de choses, ont dû se remettre en question. Et ça va du neurologue jusqu'à l'aide-soignante. Parce que l'aide-soignante, elle aussi, elle est confrontée à des malades qu'elle ne comprend pas dans ses comportements, dans ses réactions, qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et elle est en situation de crise très souvent. Et les aides-soignantes, les infirmières, les gens qui sont dans le quotidien de ces malades ont dû faire un gros effort pour essayer de comprendre, se renseigner. Ils viennent très souvent vers notre association pour se former à la maladie. Et donc cette réinvention du quotidien dans cette phase de début de la maladie, quand le diagnostic n'est pas encore posé, elle engage bien sûr la personne malade, son entourage, mais tout l'écosystème des acteurs psychomédico-sociaux qui jouent un rôle essentiel et qui aujourd'hui permettent d'avancer et de permettre un diagnostic qui maintenant est de mieux en mieux posé à un stade prodromal, à un stade précoce, en sachant que les critères de diagnostic ils sont établis scientifiquement. Mais il faut les connaître. Voilà, il y a une conférence de consensus internationale qui a établi ces symptômes, mais ils sont encore mal connus et il y a encore beaucoup d'erreurs de diagnostic, d'erreurs de prise en soin et de souffrances évitables. Voilà, moi c'est le point le plus important que je voulais souligner et inviter tous ceux qui connaissent mal cette maladie et qui peuvent être y confrontés dans leur pratique professionnels, mais aussi dans leur entourage personnel, de s'y intéresser, d'essayer de la comprendre et de la connaître. C'est une maladie complexe parce qu'il y a beaucoup de symptômes, et des symptômes qui sont très difficiles à vivre. Et je terminerai par juste citer un symptôme qui est particulier de cette maladie, c'est les fluctuations.
Les fluctuations, ça veut dire quoi dans la maladie à corps de Lévy? Ça veut dire que, et tous les symptômes peuvent être fluctuants. Et fluctuants, ça ne veut pas dire qu'ils vont un peu augmenter puis rediminuer. Non, ça peut être brutal d'une minute à l'autre. C'est-à-dire qu'un malade à corps de Lévy peut être, comme vous me voyez très bien, je n'ai pas la maladie à corps de Lévy, peut être très très bien, cognitivement parfaitement alerte, et d'un coup, complètement décroché. Et ne plus être capable de verbaliser quoi que ce soit, de réfléchir, etc. C'est vrai pour les troubles moteurs. Les troubles moteurs peuvent apparaître et disparaître de manière brutale d'une minute à l'autre. Et c'est vrai aussi des troubles du comportement, qui, eux, peuvent être très, très fluctuants et peuvent se déclencher de manière extrêmement subite et brutale. Alors, quand on apprivoise la maladie et qu'on la connaît au quotidien, on identifie qu'il peut y avoir des facteurs déclencheurs. Mais en tout cas, ces fluctuations, elles sont le quotidien des patients et des aidants, qui doivent s'y adapter, et c'est très difficile, parce qu'on ne peut plus rien prévoir. On prévoit d'aller faire une promenade, et ben paf, tout va bien, ça fait 2 jours que tout va bien. Et au moment où on part en promenade, paf, il y a un trouble moteur, un trouble cognitif, une désorientation, etc. subite, qui va empêcher. Et ça, c'est très très difficile à vivre. Et pour les soignants aussi, ces fluctuations, c'est très difficile parce que ça rend le diagnostic et la prise en soin très complexe. Parce que les malades à corps de Lévy donnent le change. Beaucoup de malades font ça. Ils essaient de montrer, c'est normal, c'est compréhensible, une image la moins dégradée possible. Et donc, ils ont la capacité de donner le change. Et les médecins, mais aussi les soignants, observent ces fluctuations. Et il y a très souvent une impression que peut-être, il y a un peu de simulation derrière tout ça. Que tout ça est un peu bizarre, que ces symptômes sont peut-être les conséquences de tel ou tel médicament, mais en tout cas, ce ne sont pas des symptômes installés. Et ça, c'est vraiment la fluctuation des symptômes de manière aussi subite et aussi fréquente. Ça rend encore le quotidien très difficile à réinventer. Mais je vous assure que, et je terminerai par là, que tous les aidants et les patients qui parlent de leur maladie, puisqu'évidemment on entend beaucoup dans les groupes de parole, les ateliers de formation, disent on réussit à inventer son quotidien, on réussit à trouver des moments d'apaisement, des moments de bonheur, des moments de tendresse, des moments d'apaisement, mais ça nécessite en termes de résilience et d'acceptation énormément d'efforts, et ça nécessite aussi que tous les acteurs aient bien compris la problématique. Quand on est face à une infirmière, une aide-soignante, une orthophoniste, un kinésithérapeute, si ce professionnel connaît la maladie, sait l'appréhender, sait réagir, sait ce qu'il faut faire et ne pas faire, évidemment, ça va considérablement améliorer le quotidien des patients et de leurs aidants qui ont un besoin impérieux de ce soutien, parce que c'est une maladie difficile à expliquer, c'est une maladie... Alors, stigmatisée, elle n'est pas assez connue pour être stigmatisée, mais qui génère quand même beaucoup de culpabilité, de honte, parce que les symptômes sont quand même très handicapants. Et donc, voilà, moi, le message, c'est il faut faire connaître cette maladie. Connaître la maladie, informer sur la maladie, c'est éviter énormément de souffrances qui sont évitables. Voilà. Ben oui, merci beaucoup. Vous ramenez un peu de la complexité, c'est-à-dire qu'on était sur la maladie et son imprévisible au temps long, j'allais dire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et là, vous rajoutez cette imprévisibilité du quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'un coup, ça peut s'arrêter. Et ce qui était prévu, vous l'avez très bien dit, peut ne pas advenir. Et ça crée cette imprévisibilité du quotidien qui, en effet, n'est pas rassurant pour soi. Pour le malade, en plus, peut être très dévalorisant. Et qui, en plus, induit dans la relation à l'autre quelque chose qui est parfois de l'ordre de la suspicion, parce que beaucoup de soignants, en effet, ne comprenant pas, ne croient pas toujours à la fluctuation neurologique et ne croient pas toujours à cette fluctuation, ils vont y mettre d'autres mots qui vont être des symptômes psychiatriques, qui vont être il le fait exprès, des choses comme ça qui viennent polluer aussi la relation, parce que là, on n'est pas proche du réel de cette maladie. Et vous n'avez pas insisté, mais l'autre jour, vous en parliez lors de la visio de préparation, aussi sur la difficulté à vivre les symptômes psychiatriques. C'est-à-dire que quand vous avez des hallucinations,
hallucinations, et dans la maladie à Cordes-Lévy, que vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, et vous savez que c'est pas normal, il y a quelque chose qui vous met aussi en écart avec les autres, et difficile à dire qu'on a l'impression qu'il y a un cheval qui est sur la scène. Et je trouve que là, vous ramenez bien aussi cette nécessité pour les professionnels, pour les accompagnants, de prendre cette réalité-là. Et c'est pas une réalité facile, parce que pris dans la vie quotidienne, le bonhomme qui d'un coup commence à ne plus marcher, on peut y mettre une volonté là où il n'y a pas de volonté, où il y a juste un effet de la maladie. Donc je trouve que là, c'est intéressant d'avoir aussi ça dans notre réflexion. Marie, évidemment, c'est des sujets que vous avez souvent pensés, souvent abordés dans votre expérience. Donc je vous donne la parole et je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Donc, Marie Sarrazin, je suis neurologue, je travaille à Paris. Mon expérience, c'est autour surtout des maladies donc neuroévolutives, ce qui nous rapproche aujourd'hui, mais à expression cognitive. Donc des maladies qui se présentent par des troubles cognitifs, parfois ou pas associés à des symptômes moteurs, comme la maladie à Cordes-Lévy. Et au premier plan desquels, en termes de fréquence, c'est la maladie d'Alzheimer, la maladie la plus fréquente, mais il y a également les dégénérescences lobaires frontotemporales, DFT pour ceux qui connaissent, ou la maladie à Cordes-Lévy qui se chevauche avec des symptômes de maladie de Parkinson. Alors, vous voyez, j'ai pas trop l'habitude des tables rondes. Nous, on a l'habitude, médecins, de faire des présentations plus scientifiques avec des diaporamas, PowerPoint. Donc, je m'adapte à la situation. Réinvention, voilà. Donc, justement, alors il y a 4 points que je vais essayer d'aborder. Le premier, c'est puisque l'idée ici, c'était de dire réinventer la vie. Alors, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. On a tous eu un petit peu la même réaction de dire est-ce que vraiment les patients, les familles réinventent ? On a plutôt l'impression qu'ils font avec et qu'ils s'adaptent et que nous, on essaye de les accompagner. C'est-à-dire que c'est pas un choix. Pour moi, inventer, c'est quand même une proposition de choix personnel. Là, on ne choisit pas d'être malade. Voilà, il y a un diagnostic, il y a une situation qui arrive et la vie va être effectivement bouleversée, surtout par les symptômes cognitifs. Il y a vraiment des particularités à ces pathologies. Donc, je pense qu'il vaut mieux utiliser le mot « adapter », même si dans l'adaptation, on va réinventer effectivement une vie ensemble. Et dans cette progression face à la maladie, il y a un cheminement, à la fois des patients et de leurs familles, que je vais décrire en 3 étapes. Le premier, c'est l'étape du diagnostic. Donc, vous en avez tous parlé et je vous en remercie. Parce qu'effectivement, de mon point de vue, c'est essentiel. Donc, plus le diagnostic sera précis, mieux ça sera, même pour des mots qui font peur. Le mot Alzheimer, c'est stigmatisant, ça fait peur. Eh bien, tous les patients en fait, sont apaisés d'avoir un diagnostic. Il n'y a pas vraiment d'ailleurs de surprise. Ils sont soulagés que le mot soit prononcé avec le patient et avec leur famille. Souvent, les familles sont inquiètes. Je veux vous voir, je ne veux pas que vous lui en parliez, etc. Et ils ont une crainte, une appréhension. Puis, ça désamorce en fait une forme d'image qu'ils ont de la pathologie, de pouvoir en parler avec eux. Et ce diagnostic, il faut qu'il s'appuie sur des arguments médicaux précis. Plus le bilan va être fait de façon complète, plus le patient va comprendre que le médecin a une compétence et vraiment prend en charge, se donne du mal, en fait, fait un effort pour la situation. Donc je pense que cette étape, elle est essentielle pour la suite. Et cette étape de diagnostic, bien sûr, elle va s'accompagner, vous en avez parlé, de l'explication des symptômes. Et l'explication dans ces symptômes, dans ces maladies évolutives, évidemment, ça va évoluer. Donc c'est à la fois expliquer des symptômes inhabituels, qu'est-ce que c'est qu'une amnésie, qu'est-ce que c'est que des troubles du geste, qu'est-ce que c'est que des troubles de difficulté de l'adaptation sociale, d'origine neurologique, donc liée à des atteintes cérébrales, qu'est-ce que c'est, pourquoi le patient devient impulsif, pourquoi il devient impatient. Donc, essayer de prendre du temps pour expliquer ça, mais aussi adapter ces explications à la progression de la maladie et ne pas les anticiper inutilement. Parce qu'il y a des patients qui ne vont pas développer tous les symptômes. Alors là, on fait face à Internet, qui a évidemment beaucoup d'avantages, mais aussi nous donne plus de temps, en fait, parce qu'il faut aussi reprendre tout ce qui a été dit sur Internet. Et donc, tous les patients ne vont pas développer tous les symptômes décrits, et il y a une singularité propre dans l'évolution et dans l'expression de la maladie. Et dans toute cette démarche, il y a également d'insérer les singularités propres à chacun dans ce qu'on va expliquer aux patients et à la famille, puisque les schémas de la maladie sont bien connus, donc c'est important de les expliquer, surtout qu'ils sont sur Internet, mais aussi de tenir compte de cette diversité. Cette diversité, elle est
on va dire, modulés par 2 facteurs principaux. Le premier, c'est les facteurs psychosociaux. Je ne vous apprends rien. Dans une maladie comme ça, la dynamique familiale, la dynamique de couple, la dynamique avec les enfants, quand ils sont encore à la maison ou pas d'ailleurs, c'est très important et ça va jouer sur l'expression de la maladie. L'histoire personnelle du sujet, qu'est-ce qu'il aimait faire, qu'est-ce qu'il aimait pas faire, est-ce qu'il était sociable ou pas, quel était son métier, etc. Tout ça, ça va jouer, plus l'impact financier, c'est-à-dire leur revenu, tout simplement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer, où ils vivent, dans un 200 mètres carrés avec un grand jardin ou au contraire dans un tout petit appartement, etc. Le deuxième point qui va moduler l'expression de la maladie, c'est des facteurs propres, biologiques et physiopathologiques. Donc ça, c'est la question mécanistique un petit peu pour nous du garagiste, avec le moteur, de la voiture, si le cerveau peut être considéré comme ça. Donc on va essayer de travailler sur ça. Il y a des formes de maladies, et dans la maladie d'Alzheimer, c'est extrêmement bien démontré, des formes d'évolution très lentes et des formes d'évolution rapides. Les facteurs prédictifs n'étant pas connus, ce sont des domaines actuellement de recherche importants pour essayer d'identifier, d'anticiper, d'accompagner les familles, mais aussi de traiter peut-être différemment les patients avec les nouveaux traitements d'espoir qui sont à venir. Parmi les facteurs, par exemple, de modulation, il y a des facteurs de neuro-inflammatoires ou neuro-immunitaires spontanés. Le cerveau essaye de réagir face à la maladie, et entre autres par des anticorps, par des mécanismes immunitaires. Et là, il y a des diversités entre tous les sujets. Et donc, ces facteurs prédictifs, c'est un des enjeux de recherche. Je vais juste vous citer quelques phrases que j'ai reprises de patients sur cet aspect de diagnostic et de prise en charge. Le diagnostic et l'accompagnement des professionnels, ça vous permet de trouver des moyens de changer de vie et de penser l'après. Une autre famille qui me dit, alors c'est quelqu'un qui a eu un diagnostic juste avant de prendre sa retraite, enfin il est encore en activité professionnelle. Nous approchons ça c'est son épouse qui parle, nous approchons de cette période de la vie où nous pourrions profiter plus de notre temps. Les perspectives s'étiolent, nos projets sont maintenant différents. Même si voyager sera par exemple plus compliqué pour nous, nous avons adapté nos plans. Voilà, donc c'est des gens qui vont s'adapter à ce qui est en train de se passer. Et puis, dans l'ensemble, quand même, les messages, c'est se faire plaisir, ça fait partie des soins. Ça, c'est ma trajectoire, notre trajectoire. Donc j'ai repris cette phrase d'un patient que je trouve assez belle. Une autre où je lui demandais ce qu'il était inquiet. La maladie est là, elle va évoluer le plus lentement possible, je l'espère, mais je peux encore faire des choses. Un autre qui me dit « ça m'inquiète, mais sans excès ». Et un autre qui me dit, alors ça c'est le fils d'une malade, qui me dit « n'oubliez pas de dire que l'Alzheimer, on peut vivre avec ». Parce qu'il y a une image de la maladie d'Alzheimer qui est extrêmement négative. Et dans de tout ce registre-là, et en raison même des symptômes cognitifs, dans ce type de maladie, il y a une place importante qui a été donnée à ce qui a été défini par l'aidant. Donc on ne parle plus de conjoint, on ne parle plus d'enfants, on parle d'aidant. Moi, ça m'a toujours surpris. Mais bon, c'est le terme, je pense que c'est des traductions anglaises. Donc celui qui vit avec le patient, et puis qui connaît qui n'est pas un patient, c'est l'être aimé, on va dire, devient aidant. Il y a une particularité des maladies neurologiques cognitives dans cette place de l'aidant par rapport à d'autres pathologies, comme dans le cancer par exemple. Entre autres en raison d'un symptôme particulier qui est pas constant, mais qui est assez fréquent, qui est l'anosognosie. A, c'est absence, nosographie, c'est maladie, gnosie, connaissance. Je n'ai pas conscience que je suis malade, ou du moins je n'ai pas conscience de la sévérité et de l'implication de mes symptômes dans ma vie. Je n'arrive pas à le percevoir correctement. D'où le conjoint qui va souvent essayer de nous faire des petits signes pour nous dire « c'est pas comme ça ». Ce qu'il vous dit, c'est pas complètement ce qui se passe au quotidien. C'est pas qu'il minimise, c'est qu'il s'en rend pas compte. C'est pas un terme qui est propre aux maladies cognitives. Ça a été défini pour les gens qui avaient des hémiplégies gauche, des hémiparésies, donc un déficit massif gauche, et qui se rendent pas compte qu'ils sont paralysés. Donc c'est pas propre aux fonctions cognitives, mais c'est très très fréquemment associé aux maladies cognitives. Et entre autres, en plus pour la mémoire, on oublie ses oublis. Donc il y a, de ce fait, l'accompagnant va être porter la maladie pour deux. C'est-à-dire que cette pathologie, ces décisions dans la maladie, eh bien l'accompagnant va jouer un rôle essentiel et premier, on va dire. D'autant plus qu'on va lui demander un peu l'impossible. Calme, patience, régularité, qui ne sont pas des mots qu'on demande dans le quotidien actuellement dans notre société.
Et d'où l'idée, effectivement, d'accepter d'être aidé. Ça a été repris tout à l'heure et c'est essentiel. Et là, parfois, nous, il faut 2-3 ans avant que les familles acceptent, en fait, mais même de faire des démarches médico-sociales. C'est souvent un travail de longue haleine. Il peut y avoir aussi des enfants jeunes scolarisés à la maison. Hein, donc, il y a toute une dynamique à prendre en charge sur l'entourage familial. Alors, l'aidant, il est mieux reconnu actuellement. Il a un statut reconnu. Il peut y avoir des congés possibles, entre autres pour accompagner quand l'aidant travaille, hein, pour accompagner pour les consultations. Il y a eu des thèses de sociologie qui ont montré que souvent au sein de la famille, il y a un référent familial qui va émerger, qui va apparaître. Alors il semblerait que ce soit plutôt des filles. Alors c'est aussi souvent à la demande du médecin. C'est plus facile pour le médecin d'avoir un référent que plusieurs, et ensuite que ce référent-là fasse le relais auprès de la famille. Mais parfois les consultations, tout le monde vient. Il y a un moment où on voit arriver tous les enfants qui veulent être là pour apporter un plus. Et pour nous, c'est compliqué. C'est compliqué parce que chacun des enfants a son histoire, a compris ou pas ce qui se passait. Et en fait, c'est des consultations souvent difficiles, compliquées. Et les psychiatres ont des formations en thérapie familiale de cette dynamique, nous moins. Donc, c'est pas toujours simple. Et on se fait aider par les psychologues, entre autres, sur ce plan-là. Un des objectifs, ça va être d'éviter l'épuisement du conjoint et favoriser son propre suivi médical, parce que souvent le conjoint, il va plus voir son médecin. Il n'arrive pas à prendre du temps pour lui, il s'en occupe pas. Il faut dire aussi qu'il y a un petit point aussi, c'est que à la fois le patient et à la fois l'aidant, il va exprimer à sa façon un chagrin, un fort chagrin. Alors à sa façon, il peut avoir de la colère, il va exprimer un sentiment d'injustice profond par rapport à ce qui lui arrive. Et ça, le patient, ça va être l'irritabilité, le conjoint, ça va être de façon très variable. Enfin, un point sur toutes ces adaptations, il y a une diversité des adaptations, avec des familles qui vont réagir de façon différente, je vous ai dit, en fonction de la dynamique familiale, mais beaucoup des moyens financiers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même une charge financière, de l'histoire personnelle, de l'isolement géographique, est-ce que aussi l'isolement familial, des gens qui vivent seuls et des copathologies. Il y a aussi tout l'environnement professionnel, parfois qui est présent ou pas présent, compétent ou moins. Et puis il y a l'impact d'Internet. Je terminerai sur un point qui est en tous les cas, sur ces maladies neurocognitives et sur la maladie d'Alzheimer, de lutter contre les a priori, de lutter contre l'idée de fatalisme qui est associé à cette pathologie. D'une part, il y a un décalage entre ce qu'on croit connaître de la maladie, de ce que vivent les patients. Et puis ensuite, il y a eu un déremboursement des traitements de la maladie d'Alzheimer en 2018 en France qui a eu des répercussions extrêmement regrettables, avec un retard au diagnostic. Et puis cette idée que ce qu'il faut, Alzheimer, c'est même pas la peine d'en parler, ce qu'il faut, c'est préparer l'EHPAD. Et en plus de ça, vous ne verrez pas aux 20h un patient venir témoigner de sa maladie, en raison même de sa maladie. Donc nous, médecins, vous, familles, associations de familles, on a une charge, une responsabilité qui est très difficile, c'est de parler en leur nom. Et parler en leur nom, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a un problème cognitif. On ne peut pas se projeter. Donc c'est admettre une étrangeté, c'est admettre quelqu'un qui est différent de nous, en raison de la maladie, mais qui est là. Il faut le prendre tel qu'il est, et ça soulève vraiment des questions aussi de choix de société, politique, d'économie de santé, sur comment on vit ensemble avec des patients qui sont en difficulté cognitive. Et il y a tous ces enjeux-là, plus les nouveaux traitements dont on attend l'impossible, un traitement dont le remboursement a été refusé. On leur demande l'impossible, alors que il avait été cité tout à l'heure en début de matinée, les cancers. Pour les cancers, on y est allé pas à pas. Une chimiothérapie, ce n'est pas un traitement qui fait tout, c'est une combinaison de traitements et c'est ciblé à des sous-populations de patients pour un même cancer. Eh bien, pour ces pathologies, il faut raisonner de la même façon. Donc, il faut absolument que vous appuyiez nos décisions, nos choix, les sociétés savantes, à ce que les HAS bougent leur regard sur la maladie. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir tenu le temps. Je garde aussi, dans ce que vous dites, quelque chose d'important sur la parole des malades que l'on doit porter, mais aussi, vu qu'on parle de recherche, les recherches que l'on doit faire pour savoir comment on recueille une parole des malades qui va pas être forcément une parole spontanée ou de répondre à une question. Et ça, on a des moyens aussi de peut-être de monter des protocoles qui nous permettent d'approcher au mieux de ce que pourraient vouloir ou ressentir les patients, les malades. Et
pense que là, il y a vraiment quelque chose d'important aussi pour enlever ce fatalisme et cette idée que les malades ne ressentent rien ou ne restent pas maîtres de ce qui peut se passer. Hein. Et ça résonne pour moi avec, quand vous parlez d'anosognosie, qui est quand même un symptôme très neurologique et qui se confond parfois avec d'autres mécanismes de défense. Enfin, j'avais un de mes patients qui était un vieux médecin qui disait, oh, Monsieur Noël, vous savez, quand on connaît la fin du film, en parlant de l'Alzheimer, il vaut mieux pas y penser. Hein, c'est-à-dire qu'il avait une conscience quasi totale de la fin du film et de la gravatisation qui pouvait arriver, mais il gardait ce moment présent justement du quotidien et il se permettait d'ailleurs de ne plus être médecin à ce moment-là et d'aller vers d'autres choses qu'une bonne connaissance scientifique. Donc je crois que vous nous amenez aussi sur l'effort que l'on a de ce qui nous incombe aussi en tant que professionnel et potentiellement de chercheurs, d'aller jusqu'au bout de ce que l'on peut faire et d'être créatif dans des dispositifs pour toucher au mieux ce qui paraît un peu lointain ou qui paraît difficile à toucher par nos protocoles habituels. Donc merci beaucoup. Nathalie, là on ne se connaît pas, donc je découvre avec vous ce que vous allez nous dire et je vous donne la parole pour 10-12 minutes. Merci déjà pour votre invitation. Moi, je suis professeur en neurologie, neurologue vasculaire. Je m'occupe spécifiquement des accidents vasculaires cérébraux. Et dans la neurologie vasculaire, il y a aussi le vieillissement cérébrovasculaire prématuré qui participe pour beaucoup à l'apparition des signes cognitifs. Et je voudrais commencer par raconter cette très vieille histoire qu'on connaît tous en neurologie, les nonnes qui vivaient ensemble, qui avaient donné leur cerveau à la science. Donc elles vivent en communauté, on savait laquelle oubliait, laquelle n'oubliait pas. Et puis quand il y a eu donc l'autopsie et puis l'évaluation de la charge amyloïde au niveau cérébral, eh bien la charge amyloïde égale, il y en avait qui n'oubliaient pas et c'était celles qui n'avaient pas les petits trous silencieux dans le cerveau qui viennent de l'atteinte vasculaire. Donc les AVC, ce qui est cérébrovasculaire, le vieillissement cérébrovasculaire, l'atteinte des petites artères, ça fait partie des neurosciences, c'est des facteurs modifiables. 8 sur 10 de ces facteurs sont modifiables, liés à ce qu'on fait, comment on vit, donc comment on se traite pour ces facteurs de risque. Donc c'est aussi pour moi, comme professionnel de santé, une manière de le rappeler, de dire cette grande part de ce qu'est le handicap et qui est évitable. Voilà, donc je vais commencer par ça, donc un message à tous et toutes, et dire que j'ai beaucoup de plaisir d'être dans une assemblée et dans une table ronde où il y a la moitié des personnes qui sont soit des patients, soit des représentants d'associations de patients. Merci, c'est un format idéal. Nous sommes moitié-moitié. C'est assez rare de se retrouver dans une configuration aussi parfaite. Alors moi, j'ai essayé de me prêter à cet exercice, se réinventer au quotidien. Mais je ne vais pas vous esquiver la question. Je vais vraiment essayer de répondre directement, parce que bon, je sais que ce n'est pas évident. Et bon, je vais essayer, vous me direz. Et puis après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas commencer par comment on enseigne la médecine, le déficit, le handicap à nos étudiants de médecine, parce que je suis prof de neurologie. Et bien, comment on fait ? On leur dit, voilà, il y a une lésion, ça donne un tel déficit. Et puis, le handicap du patient, il va être variable en fonction de l'adaptabilité à ce même déficit. C'est-à-dire que la capacité d'agir du patient ou de la patiente, ce qu'ils pourront faire dans la matérialité du monde, va dépendre de leur niveau d'adaptation à ce même déficit. Donc à déficit égal, handicap de niveaux différents. Et je voulais commencer par ça. Et puis, je vais circuler un peu dans l'espace que vous avez mis à notre disposition. Il y a des personnes avec donc, des fauteuils roulants, des appareils, etc. Et ça m'a fait penser à... Et là, on est dans le cœur du sujet, à Hartmut Rosa, ce philosophe de l'école de Francfort, assez jeune, il va avoir notre âge, très très bien, et qui avait écrit plusieurs livres, Accélération, aliénation, la résonance des personnes, etc. Je vous invite à les lire, c'est très 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 accessible. Et puis cette interpénétration du dehors et du dedans, c'est-à-dire mon téléphone, un objet connecté sur un fauteuil roulant, etc. Dans la représentation mentale que nous avons de l'objet, il devient une partie de nous. La main va le chercher comme si c'était un prolongement du corps.
Il n'y a pas besoin d'avoir des puces d'implanter dans le cerveau ou je ne sais quoi. C'est juste notre manière à nous d'habiter le monde. Pensez à tout votre agacement quand on vous change de logiciel Word et que ça ne répond pas comme vous avez l'habitude que cela réponde. Vous êtes dans une situation d'aliénation, alors que vous étiez en symbiose avec votre ordinateur ou votre plaquette ou un fauteuil roulant, ou une canne tripode ou que sais-je, que j'ai l'habitude de tenir, de reconnaître, de caresser. Je la connais, elle me reconnaît. C'est un prolongement de mon corps, c'est un dehors, dedans, dedans, dehors. Et ça, on le fait tous. On le fait tous. Et le fait de devoir le faire, parce qu'on est en train de pallier un déficit, justement, pour réduire le handicap, pour augmenter la capacité d'agir, ça rend ces choses-là beaucoup plus importantes. Et donc, il faut aussi que la technologie s'adapte aux personnes. Pas trop de changements abrupts. Laisser les gens continuer de vivre, augmenter leur champ des possibles. Et puis, comme a écrit Spinoza, personne ne sait ce que peut le corps. Le corps trouve sa voie. Il faut se faire confiance. Et puis, quand on parle de se réinventer, on ne parle pas seulement des patients. Ce serait trop lourd. C'était que pour vous de vous réinventer. C'est à nous autres de nous réinventer. Les aidants, les professionnels de santé. Et puis, moi, j'ai eu la chance de diriger un espace régionalytique à la Poitou-Charentes avec Camille Perrin-Magrelis, Théo Artis ici présent. L'idée chez nous, c'est l'inventivité. C'est-à-dire, c'est pas entre deux moindres mots choisir le moindre mal. Ça, c'est pas de l'éthique. Hein. Ça, franchement, là, ça, c'est de l'éthique des gens fatigués. Non, l'éthique, elle est inventive. L'éthique, elle est inventive. Il faut savoir trouver. Moi, je me souviens au moment de Covid. À un moment donné, on nous disait, tiens, patiente, 78 ans, qui est BPCO, évoluée, mais elle est bien, elle est autonome, elle vit à la maison, elle a une famille de médecins, etc. Donc, elle a un Covid sévère, on ne voudrait pas l'intuber, mais en même temps, si on ne l'intube pas, elle meurt. C'est quand même violent, l'intubée, coucher sur le ventre. Vous vous souvenez de l'époque Covid, mais qu'est-ce qu'on fait ? On venait nous poser à nous, à la cellule éthique Covid-19, que je présidais à l'époque, qu'est-ce qu'on fait ? On venait nous demander, entre ces deux choix, quel était le moins pire. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Et ben, on est allé faire. À l'époque, il n'y avait pas encore. Les choses n'étaient pas. C'était au début de Covid. On ne savait pas encore tout ce qu'on pouvait faire. On est allé chercher les réanimateurs les plus avant-gardistes que nous ayons, de voir ce que l'on allait pouvoir proposer. Et un petit peu de temps avant que cela ne devienne un peu connu et appliqué et recommandé, on avait appliqué quoi ? L'oxygénothérapie à haut débit, 50-100 litres par minute, dans une chambre à pression négative, de manière à ce que les soignants rentrant ne soient pas contaminés. Et puis c'est devenu la règle. Et la patiente est sortie rose comme un bonbon, du mot du médecin pneumologue qui nous avait adressé la vie. Donc, juste un exemple pour dire que l'éthique est inventive. Il faut pouvoir oser écouter le patient, savoir ce qui se passe, comment on peut faire dans la matérialité de nos vies. Et c'est là que si on n'écoute pas les patients, si on n'est pas dans une conversation à égalité, de manière horizontale avec les patients, on ne connaît pas la matérialité de leur vie, on ne peut pas augmenter leur capacité. Voilà, donc un bon clinicien est capable de faire ça. Et puis il ne faut pas être tout seul. Par exemple, un patient tout seul. Quelqu'un a parlé d'EHPAD, Madame Sarrazin, tout à l'heure, pour parler d'Alzheimer. Un patient tout seul, dont le désir est de rentrer après l'hospitalisation à domicile, est tout seul, n'a pas de famille, ou une famille qui est un peu distante. Voilà, il a eu des histoires de vie compliquées. Comment on fait ? Est-ce qu'on se raisonne à la famille biologique, nucléaire, et puis il n'y a pas de famille, il n'y a pas de retour à la maison. Voilà, c'est simple. Voilà. Bon. Ben non, quand même. On peut être inventif. On peut créer ce que Ricoeur appelait la cellule d'amitié autour du patient, entre les professionnels de santé, les proches, les aidants, tout cela, s'aligner sur le désir du patient. Et on peut le faire parce que l'idée derrière tout ça est de rétablir la désirabilité de la vie. C'est ça qui est important, la désirabilité de la vie, en augmentant la capacité d'agir dans les différents plans et en tenant compte, je reviens toujours, de la matérialité des choses. Et puis, Madame Marie-Delaine a parlé tout à l'heure de la stigmatisation liée au mot même de handicap.
Moi, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup parce que le mot handicap, il renvoie à la vulnérabilité. La vulnérabilité est quelque chose qui est consubstantiel à la condition humaine. C'est pas moi qui le dis, c'est Habermas. On est tous vulnérables. Et pourquoi on est tous vulnérables? Là, j'ai l'air bien, moi. Pourquoi est-ce que je serais vulnérable? Pourquoi on est vulnérable, chacun, chacune? Parce que notre subjectivation, le fait d'être un sujet, va dépendre de notre socialisation, c'est-à-dire du regard de vous sur moi, etc. Donc, chacun, chacune, nous sommes par essence vulnérables. Et le handicap nous ramène à cette notion de vulnérabilité qui est intrinsèque à la condition humaine. Donc, c'est pas stigmatisant, ça nous ramène à ce que c'est que d'être un être humain. Véritablement, et c'est beau, c'est important. Et puis pour revenir à la matérialité de nos vies, quelque chose qui m'importe beaucoup, j'étais il y a quelques mois à la thèse de Madame Colette Casimir, qui est une patiente qui a réalisé une thèse en sciences humaines et sociales au Conservatoire national des arts et métiers, et qui est très ouvert à la formation des adultes. Et les patientes peuvent préparer des thèses. Elle a fait une thèse formidable. Et sur une pathologie qui n'est pas neurologique, mais les savoirs expérientiels qu'elle partageait avec Madame Tourette-Turgis, qui a fondé la première université des patients, c'était formidable. Et puis elle a dit quelque chose que j'avais noté: être un patient, c'est un boulot à temps plein quand même, parce qu'il faut, faut organiser sa vie en fonction des rendez-vous médicaux, en fonction du matériel que l'on a à avoir, des médicaments qu'il faut apporter, le passage des soignants quand il le faut, etc. Donc c'est un boulot à temps plein. Et ce qui va manquer à un moment donné, c'est le temps de présence au monde où on n'est pas dans l'anticipation de tout. Et ce temps-là, il est très, très important à préserver. C'est comme ça que je vois la chose. Moi, le corps, il permet de fixer le temps dans le présent, soit être présent à l'autre, au monde. Ces moments-là sont cardinaux. C'est comme ça qu'on se réinvente. C'est en étant présent à soi et au monde, avec des va-et-vient, avec d'autres moments de réflexivité, n'est-ce pas, par rapport à soi et au monde. Et c'est dans ce va-et-vient permanent, je pense qu'on peut trouver à se réinventer au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas, je suis content de vous connaître. Vraiment, vous amenez, enfin, là, vous donnez une autre teneur à cette question que j'appelais cette question du lien, de la réinvention aussi, de cette présence au monde, cette présence à l'autre. Vous introduisez en plus cette question du désir, cette question aussi d'être désirant, mais aussi d'être désirable, de quelle place on a aussi par rapport aux autres, et de vraiment en réaffirmant que l'un sans l'autre, on n'est rien, c'est évident, mais que c'est notre relation. Donc c'est vrai que la maladie peut casser cette confiance que l'on a en soi dans la relation à l'autre, et c'est se réinventer, c'est aussi mais quelle place on garde par rapport à l'autre dans une société. Vous le disiez vous-même, enfin aussi sur comment on peut aider les autres. Enfin, je veux dire, tout est possible pour ne pas être simplement dans cette position de malade souffrant qui serait dans une relation simplement d'empathie, de compassion ou de bons soins. Donc je trouve que là, on a balayé cette histoire finalement de se réinventer d'une manière un peu globale, et on accent véritablement sur l'un avec l'autre et sur cette réinvention, sur cette place qu'on peut avoir, et le plaisir, parce que vous amenez quand même la notion de ce plaisir gardé, de ce plaisir conservé, ou qui a réinventé malgré des souffrances, malgré des empêchements, malgré d'autres choses. Donc merci beaucoup, merci à toutes, à tous. Est-ce que l'un de vous veut réagir aux paroles de l'autre? C'est le but du jeu. Je vais peut-être juste ajouter un point. Il y a dans la capacité à se réinventer, il y a aussi les pairs, les autres malades. On le voit beaucoup dans les associations. L'exemple de personnes qui sont malades aide beaucoup ceux qui effectivement sont diagnostiqués. Moi, on a lancé une application qui s'appelle blabla-parc.fr, qui est une application en fait sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Et vous verrez que, en fait, c'est une application où les gens échangent. Et effectivement, ils échangent entre pairs.
et ça donne beaucoup de... On voit qu'il y a effectivement un sentiment de solidarité et d'encouragement et de bienveillance qui est réel de la part des autres personnes. Et je pense que la réinvention, elle passe aussi par les pères, par l'exemple des pères qui ont réussi à se réinventer. Je vous rejoins, oui, Vincent. Moi, j'abonde à 1000% ce que vous dites, Jean-Louis. Au sein de l'association, on organise des ateliers entre malades, mais aussi entre aidants. Et nos neuropsychologues leur envoient des comptes rendus et nous envoient des comptes rendus. C'est absolument incroyable la capacité d'inventivité des malades entre eux à trouver des solutions pour s'adapter. Donc, parce qu'on parlait des hallucinations, ils ont tout un tas de trucs pour savoir si c'est vrai ou pas. À partir du moment où ils ont la conscience du fait qu'ils ont des hallucinations. Parfois, quand la maladie évolue trop, il n'y a plus cette conscience et on les subit. Mais c'est absolument étonnant. Et en fait, le simple fait de savoir qu'il y a une solution est un apaisement. Voilà, qu'on peut trouver des solutions, qu'on peut réinventer quelque chose Et en fait, ils ressortent de là en se disant, mais il y a toujours quelque chose de possible à inventer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Oui, il faut être créatif. Mais on n'est jamais sec. Il y a toujours une solution, mais il faut un peu aller la trouver. Et c'est extrêmement bénéfique d'être dans cette logique-là, parce qu'elle est apaisante, elle est stimulante, et elle permet de porter un regard sur la maladie qui n'est plus le même, qui est positif, qui est normal. Vous l'avez dit, on a tous des problèmes d'adaptabilité, on vit tous, etc. Et quelque part, le fait d'être entre eux, bien animés par les neuropsychologues, ils se remettent dans une forme de normalité aussi, et ils font abstraction de la dramaturgie associée à la maladie. Donc oui, le partage entre pairs bien animé par des professionnels qui savent faire, c'est extrêmement bénéfique. Oui, mais Marie, je vous donne après. Mais même animé par des professionnels, enfin, où on peut suivre aussi les malades eux-mêmes, on peut les aider à mettre en musique cette manière d'échanger. Hein. Et évidemment, ça devient créatif, ça devient quelque chose qui est un soutien pour l'autre, étant dans l'identification que dans l'ordre du possible. Et c'est très riche. Là, je regarde Fabrice, quand on faisait des groupes de parole avec des malades Alzheimer, quand cette femme doit s'en souvenir, une femme du 15e ou du 16e arrondissement très bien élevé qui n'avait jamais menti dans sa vie, répond à une question: comment c'est avec vos enfants? Elle fait: moi je leur mens. Ils me demandent tous les jours si j'ai bien mangé, mais je ne me souviens pas ce que j'ai mangé, alors je réponds: oui, le steak était très bon. Hein. Et donc on peut se dire, voilà une réinvention, c'est-à-dire qu'elle gardait quand même sa posture de mère qui voulait rassurer ses enfants. Et c'est des choses, quand elle disait ça, les autres réagissaient en se disant: mais oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé, plutôt que de me battre en disant: mais t'as pas à me demander la question, de faire ce pas de côté, de prendre un petit peu de hauteur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Marie, vous vouliez ajouter ? Je voulais d'abord dire qu'effectivement, les rencontres avec les autres patients, c'est des moments extraordinaires. C'est des moments très riches émotionnellement, parce qu'on n'a pas à expliquer les choses, on se comprend d'emblée, et c'est ensuite le temps d'échange très simple autour des astuces, vous voyez, plein d'idées, plein de partages comme ça, et ce qui font extrêmement du bien. Puis d'autre part, je voulais dire aussi que c'est très difficile quand même, lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique évolutive qui s'exprime physiquement, d'échapper aux représentations, de les ressentir, parce que les représentations, les préjugés, les a priori sont là, en lien avec une image, en lien avec une lenteur, etc. Et il faut quand même du temps pour échapper à tout ça, à ces préjugés, à ces préconçus. Et puis d'autre part, ça c'est très ambivalent d'être malade, c'est très compliqué, parce qu'il y a aussi derrière l'idée, j'ai été formée aussi par Catherine Tourette-Turgis, que la maladie est occasion d'apprentissage. Il faut vraiment de la constance, voyez, de la ténacité, de la régularité pour se soigner au mieux dans la durée avec une maladie. Il faut vraiment être motivé pour gérer la maladie et pour assurer une gestion administrative cohérente et correcte de la maladie. Voilà.
Oui, moi j'ai une question un peu con. Est-ce que dans ces groupes, est-ce que des fois vous avez des malades pas sympas qui vous engueulent, qui sont, enfin j'ai dire des gens qui sont vraiment parce que on entend souvent quelque chose du partage, mais il doit bien y avoir des gens qui vous disent non, c'est pas vrai ce que vous dites, non, Ouais, ça arrive. Si, bien sûr, oui, bien sûr que ça arrive. Ouais. Ton histoire elle est singulière, c'est pas la mienne, voilà. Et en plus c'est tellement vrai. Vous comprenez bien que moi mes troubles ils m'appartiennent à moi. Je ne suis pas un modèle, je ne suis pas un exemple, je suis une personne atteinte d'une maladie, voilà, avec ma propre identité, avec mes propres croyances, avec mon propre schéma, mes propres schémas culturels et autres, ouais, bien sûr. Et que les autres n'ont pas les mêmes atteintes que moi. Certains sont atteints beaucoup plus gravement, ou n'ont pas les mêmes espérances, n'ont pas les mêmes espoirs, n'ont pas les mêmes croyances, voilà, ont d'autres critères d'appréciation de leur situation, bien sûr. Ouais, donc Oui. Vous recentrez sur l'expérience et Oui. pas sur Oui. quelque chose qui serait une vérité que chacun doit acquérir. Ouais. Oui. Je sais pas. Il y a souvent de la colère tout court. Hein. Oui, aussi. Pas forcément contre les autres participants, mais il y a souvent dans les groupes de parole, il y a très souvent une ou deux ou trois personnes dans le lot qui arrivent, qui sont remontées comme des pendules, qui sont en colère et qui ont besoin d'évacuer. Et là, c'est très impressionnant de voir comment les autres participants vont l'aider à cheminer vers une forme d'apaisement, d'empathie vis-à-vis des personnes contre qui elles peuvent être en colère. Mais oui, la colère, c'est vrai. Enfin, on le sait, hein, dans les difficultés, c'est pas vous que je vais l'apprendre, ça fait partie du processus. Mais c'est un processus dont il est difficile de se départir. Je sais pas pour les autres maladies, mais pour la maladie à corps de Lévy, pour les raisons que j'ai essayé d'indiquer au début, cette colère, elle est quand même très persistante. Et alors, elle peut se transformer en grande tristesse, etc. Mais la colère est quand même là. Et beaucoup des aidants de malades à corps de Lévy souhaitent devenir bénévoles, souhaitent de faire connaître la maladie et nous rejoignent. On a une bénévole qui est là, que je salue, qui est Christiane Cahu. Mais ça se transforme toujours vers quelque chose de positif. Mais c'est très fréquent. Oui, mais ça, c'est important, oui, Marie. Oui, je voulais juste rajouter un petit mot. Une particularité de ces pathologies, maladie corps de Lévy, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, il y a un chevauchement qui est plus proche que, par exemple, pour la sclérose en plaques, où le mécanisme physiopathologique est différent et vous avez des approches thérapeutiques très actives. C'est que nous sommes dans des maladies compliquées, hein, puisqu'on peut, pour aller voir la pathologie elle-même sur le plan biologique, médical, il faudrait faire des biopsies, on n'en fait pas, etc. Donc c'est compliqué. Et qu'on a déremboursé les traitements. La maladie à corps de Lévy, il y a un traitement, comme il y en a un dans la maladie d'Alzheimer, dans le Parkinson aussi, dans les troubles cognitifs du Parkinson, il y a aussi des traitements. Et tout ce qui est cognitif, les traitements ont été déremboursés. Et moi j'appelle les associations de famille à nous aider, à nous faire entendre. Il y a un lobbying, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais en tous les cas, dans les autres, on est le seul pays européen. Donc moi, à chaque fois, je reparle de ça, je trouve ça choquant. Ils sont génériqués, ils ne coûtent pas cher. Sur les hallucinations, c'est la première indication thérapeutique. Donc, il y a un travail à faire conjointement. Et pour rebondir sur la recherche, dans ces pathologies-là, on a tendance souvent à parler effectivement de l'aspect, parce que c'est une réalité que la vie est bouleversée, quoi. Et puis, ça touche un intime, tu en as beaucoup parlé, on est face à quelque chose qui nous échappe, quoi. Et le patient aussi. Donc, c'est un vrai inconfort pour tout le monde. Donc, c'est normal qu'on aborde ça en premier, mais il y a aussi l'aspect recherche physiopathologique. Et souvent, les patients, nous, quand on leur parle de la recherche, on parlait du consentement en début de matinée, là, ils ont l'impression d'agir. C'est très rare qu'ils soient réticents. Quand ils sont réticents, c'est pour des questions, justement, d'organisation. Ah, mais c'est à quelle heure ? Ah, mais c'est compliqué pour lui de venir aussitôt le matin, etc. C'est plutôt, au contraire, de participer, de contribuer, même quand c'est pas un essai thérapeutique, et puis de nous aider. Ils ont l'impression, en fait, ils voient les efforts qu'on essaye de faire. Et parfois, souvent, je suis touchée parce qu'on sent qu'ils veulent nous aider, ils veulent participer et puis nous aider au sens de sympathie, quoi. Et je terminerai sur le mot confiance, parce que tout ça aussi, il y a l'effet de la confiance et que c'est très important que cette relation de confiance soit instaurée. Mais encore une fois, pour les traitements, nous avons besoin de vous. Nous, on n'arrive pas à se faire entendre. Ouais. On essaie de faire un petit peu, mais c'est compliqué. Et s'agissant de la maladie, vous êtes nombreux, donc oui. Vous avez les moyens de vous faire entendre. Oui, mais il faut des moyens financiers pour établir aussi certains éléments d'efficacité de médicaments, et ça, c'est un combat.
faudra faire un atelier, réinventer la lutte, me donner des moyens faudra inviter des syndicalistes et des politiques. Non, mais ça me paraît important. Juste, peut-être je reviens aussi sur cette colère. Vous l'exprimez bien, la colère. C'est une expression de la vie. Hein, c'est une tentative de mobiliser aussi, des affects, de les mobiliser aussi à du vécu, des représentations. Et c'est véritablement nécessaire qu'il y ait cette expression de la colère. Donc parfois, elle est pénible pour celui qui la reçoit, hein, mais c'est vraiment central, et c'est central de le dire dans la réinvention. Si on veut aider les gens à se réinventer, il faut bien accepter au départ, et quand on parlait de deuil, cette colère initiale, c'est vraiment, cette colère qui peut prendre des formes d'opposition, qui peuvent prendre des formes de repli, et c'est bien à ce prix d'écoute de cette colère qu'on pourra la transformer aussi en autre chose, en une autre représentation, d'où l'importance des groupes des pairs. Fabrice, peut-être nous avons 5 minutes, c'est ça, 5 minutes d'échange. Oui, qui... vous levez la main? Oui. Je vous vois, malgré les spots. Donc, voilà, en gros, c'était pour pas me lever. Je suis feignant comme un... Attendez, le micro arrive. Ah bah... Bonjour, nous on vous voit bien. Donc je vais me présenter quand même un petit peu. Dominique Lefebvre, psychologue, sexologue, docteur en droit et surtout vice-présidente de l'association Grey Pride, donc dédiée aux seniors LGBT+, dans leur vieillissement, donc les vieux et les vieilles. Donc en effet, vous avez bien montré que la recherche ne peut pas se faire sans les personnes concernées, comme vieillir avec le VIH, on en a parlé un petit peu juste avant, vieillir en tant que minorité, ce n'est pas disparaître en effet, c'est continuer à penser, à désirer et à résister. Alors moi, j'ai intégré au sein de l'association Grey Pride, qui existe depuis 2016, je fais la ligne écoute, la dimension recherche dans mon association. Alors en effet, j'ai aussi rencontré des résistances, mais c'est là pour moi que l'éthique commence. C'est dans les résistances, dans le refus, justement, dans les récits qu'on n'écoute pas suffisamment. D'ailleurs, en 2024-2025, l'IRESP, l'Institut de recherche en santé publique, nous a retenus comme partenaire pour intervenir pour leur grand rendez-vous 2026. Ce vendredi, d'ailleurs, dans la foulée, il y a aussi le contre-salon des vieux et des vieilles avec le CNAV, où tous les médias VIP, avec France Culture, France Inter, dans la foulée, vont venir vendredi, et j'interviens et j'anime un atelier sur le vieillissement des minorités. Alors, moi, j'essaie de porter un message universel, celui de la transmission des résistances et des stigmatisations, que vous portez aussi, parce que les personnes LGBT âgées, ou les personnes vivant avec le VIH, ou les personnes vivant avec des maladies chroniques, et des maladies neuroévolutives, ont des savoirs, des mémoires, des expériences, comme vous l'avez dit, et des luttes à transmettre. Alors, les questions que j'aurais, parce qu'il ne suffit pas de chercher, en effet, il faut aussi écouter ce qui résiste. Alors la question c'est, sommes-nous prêts et prêtes à faire de la recherche un espace de reconnaissance des résistances, ou allons-nous continuer à collecter des données sans entendre les voix qui dérangent? Et deuxième question qui peut peut-être être liée, c'est la question d'agnosie, agnosonosie, que moi je pensais en tant que psychologue clinicienne appeler du déni des différences, du déni, voilà. Donc voilà, et puis donc déjà comment... deux questions. Je réponds à la deuxième, elle est facile pour moi. Merci. Nosognosie, on est vraiment dans un processus neurologique, c'est-à-dire que là, j'allais dire, c'est pas un processus psychique de défense face à une réalité qui est difficile. Là, on est quelque chose, et les neurologues, vous en parleriez bien mieux que moi, qui est totalement incontrôlable. La différence du déni, enfin, qui n'est pas contrôlable, mais tout le monde qui est inconscient. Donc là, on est sur un autre sujet, c'est aussi comment, pour des malades, vivre des symptômes qu'ils n'arrivent pas à voir ou à comprendre ou à intégrer en eux. Donc c'est aussi une difficulté supplémentaire. Sur la première question, elle est tellement vaste que je me sens totalement incompétent à y répondre, mais peut-être que Fabrice la note dans ses papiers pour un prochain, ou à moins que quelqu'un ait une réponse à donner.
Mais bon, je vous rejoins en tous les cas. Enfin, si je peux donner mon avis plus qu'une réponse, il est évident que toute recherche doit prendre en compte à un moment donné une parole qui s'exprime et de retrouver cette parole, même lorsqu'elle est des fois invisible, lorsqu'elle est difficile à recueillir. Et c'est notre exigence de scientifique à trouver le bon moyen de méthodologique pour le trouver, parce que c'est finalement là dans les maladies dont on parle où les singularités que l'on peut avoir, c'est ce qu'on va chercher aussi, de montrer cet invisible, de montrer ce qui peut être de l'ordre de la discrimination ou du relayé ailleurs. Hein, voilà. Oui, c'est un champ de recherche en effet plus large que la recherche biomédicale dont on parle ici et où il était question de se réinventer avec les maladies neuroévolutives. Mais c'est un champ qui est, en France en tout cas, qui est bien investi par les sciences humaines et sociales, chose qui n'est pas aussi facile sur d'autres continents, n'est-ce pas? Donc il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions, mais en fait quand on parle de maladies neuroévolutives, quand on pense à Alzheimer, etc., il y a véritablement une question qui se pose pour le vieillissement des minorités qui vont se retrouver dans des milieux non différenciés à un moment donné, et qui parfois vont avoir un vécu un peu différent de par la difficulté de partager leur histoire de vie, etc., dans un milieu qui n'est pas prêt à recevoir cette part. Donc il y a beaucoup aussi d'initiatives de ce côté-là pour qu'il y ait une meilleure information, je dirais, du plus large public par rapport aux questions des minorités. Mais oui, c'est une bonne question, oui. Une dernière, monsieur. Pardon, excuse-moi. Juste dire, effectivement, moi, dans ma pratique, sur plusieurs années, c'est que ce qu'on voit, on voit effectivement l'environnement familial qui change, surtout des gens seuls. Il y en avait beaucoup moins avant, qui sont veufs ou qui sont seuls, qui sont séparés. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour les raisons qu'on a expliquées. Et après, les couples homosexuels, ils viennent, mais ils sont mariés souvent. Donc, en fait, c'est plus simple que peut-être il y a quelques années, parce qu'ils ont quand même un statut qui leur permet d'avoir une... Enfin, alors pour les démarches, je parle pas de ce que tu as abordé, mais purement, ça compte beaucoup, la démarche administrative, vous en avez parlé, c'est très compliqué pour les familles, mais là, au moins, ils y ont accès. Donc c'est déjà un plus, je trouve, pour eux, parce qu'effectivement, ça me paraît... En tous les cas, ils viennent nous voir en couple, quoi. Mais c'est surtout, pour moi, l'isolement, les gens qui sont seuls, où là, on est en train de passer sur un autre cap de société, je pense. Bien, encore 2 questions. Il y a monsieur et madame là-bas. Hop. Oui, merci. François Tarade, je suis président de la Maison du Cerveau, qui est très transversale sur les maladies neuroévolutives et également patient partenaire France Sclérose en plaques. Plus qu'une question, c'est aussi un commentaire un petit peu par rapport à vos interventions qui sont particulièrement intéressantes. Vous mettez se réinventer au quotidien. Moi, j'aurais mis réinventer son quotidien. Parce que je pense réellement qu'il y a son quotidien et c'est le quotidien aussi de ceux qui nous entourent, les accompagnants. Et dans les accompagnants, et effectivement, vous avez raison, il y a les conjoints, les compagnons qui sont autour de nous, mais également les enfants. Et dans cette invention du quotidien, je prends un exemple très simple. Je suis en fauteuil roulant. Pendant longtemps, je ne l'ai pas été. Et je ne suis pas patient à plein temps. Effectivement, je l'ai toujours dit à mes neurologues, je ne suis pas patient à plein temps. Donc j'ai essayé d'avoir beaucoup d'activités à côté. Et le fauteuil roulant m'a permis, contrairement à ce que l'image peut en donner à l'extérieur, m'a permis d'être extrêmement autonome. Et je regrette de ne pas avoir été capable de passer en fauteuil roulant plus tôt que je ne l'ai fait, car j'aurais eu beaucoup plus d'autonomie. Car quand on a un périmètre de marche limité à peine 100 mètres, eh bien, quand on est avec des enfants jeunes, en fait, on laisse le couple et les enfants partir un peu plus loin, mon épouse est avec les enfants, et moi, je vais beaucoup de plaisir à me poser sur un banc ou prendre un café dans un coin. Mais par contre, effectivement, je me suis aperçu beaucoup plus tard que, en fait, j'avais il y avait du renoncement que j'avais moi en tant que patient, mais j'ai fait faire du renoncement bien involontairement à mes enfants et à mon épouse. Voilà. Donc voilà le petit commentaire que je voulais faire, et je voulais également simplement rajouter que on parle aujourd'hui des maladies neuroévolutives et c'est très bien parce qu'on a parlé pendant des années des maladies neurodégénératives, et je ne me sens pas, et je pense que les personnes qui sont présentes sur cette scène ne se sentent pas aussi dégénérées. Donc on est dans l'évolution, et je pense que l'évolution, elle donne beaucoup de positivité. Et quand on me dit parfois vous avez beaucoup de, vous avez
vous êtes dans une démarche qui est active, c'est vrai, mais effectivement, cette démarche active, on l'a parce que effectivement, on sent que l'évolution peut être dans plusieurs perspectives. Voilà. Et donc, quand on me dit il y a du courage, le courage, c'est quand on a le choix. Quand on n'a pas le choix, on prend les choses en main et on essaie d'avancer. Voilà. C'est juste un petit commentaire. Très beau. Et vous remercier de vos interventions. Merci beaucoup. Voilà, dernière question ou remarque avant de manger. Ouais. Parfait, merci. Bonjour, merci de me donner la parole. J'ai hyper peur de parler, mais je ne peux pas ne pas le faire. Moi, je suis Vanessa Latapi, je suis psychologue, je travaille dans un accueil de jour et sur une plateforme de répit pour les aidants. Et en fait, je suis OK et vraiment j'adhère à tout ce qui a été dit ce matin et souvent dans les formations, les colloques, etc. La réalité sur le terrain. Vous parliez, madame, de l'accompagnement médical. Alors concrètement, j'aimerais bien avoir des neurologues. Alors oui, ça va être la minute à charge un peu contre... Pas les médecins, je vise personne. Vite. Hein. Je vise personne. Vite. Oui. Mais le problème, il est que les annonces de diagnostic, qui est quand même la base de tout, c'est parfois une catastrophe. C'est dans le couloir, on s'adresse à l'aidant, on ne regarde pas le malade. C'est banalisé par le médecin traitant. Tout ça, c'est des paroles d'aidants que je vous donne, c'est pas moi qui les ai inventées. C'est pour poser un diagnostic, on va faire passer une IRM, sauf que on vous donne le compte rendu et il y a écrit atrophie corticale, etc., etc. Qu'est-ce que font les... Il n'y a même plus le CD, donc vous ne pouvez pas regarder les images. Donc il faut aller regarder sur Internet si vous maîtrisez Internet. Moi, c'est plutôt des personnes de 85 ans, 90 ans qui sont démunies. Alors, je ne parle pas du côté administratif non plus. Voilà, les annonces comme ça, dans des couloirs. C'est vraiment un choc pour eux. Et les dents, je rebondis aussi sur enfin, je n'aurais pas à dire, mais les dents, il a des droits en réalité pour être rattaché à un établissement qui avait jusqu'à maintenant 150 lits de long séjour et des lits d'hébergement temporaire. Ben, en fait, ça rapporte plus assez. On n'a pas parlé d'argent encore, ce qui est un peu étonnant. Ça rapporte plus un vieux en long séjour. Donc, on ferme des lits de long séjour et on fait des lits de court séjour. Parce que l'acte, etc., enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les maîtrise pas, mais ça rapporte plus. Sans rentrer dans les détails, non, ça rapporte plus. J'abonde sur la lutte est dure. Les moyens sont on est parfois démunis par le manque de moyens ou le manque de conscience. Et c'est vrai que là, l'objectif, nous, c'était aussi de donner la parole à tout le monde sur cette réinvention. Après, ça n'enlève rien à ce que vous dites de la difficulté à mettre en application. Mais c'est bien là où je veux le dire. Oui. La lutte est dure et je redonne la parole à Fabrice. Mais je garde l'espoir. J'ai retenu. Oui, vous avez raison. Merci, madame. Merci, un grand merci à vous six. Elle est intéressante, votre intervention, parce que c'est pas parce qu'on fait de l'éthique qu'on est dans le monde des bisounours. On sait que les pratiques sur le terrain sont variables, qu'il y a des professionnels et aussi des familles et des patients qui sont différents. C'est pour ça qu'on avait intitulé cette table ronde « Se réinventer au quotidien », ce à quoi nous obligent les maladies neuroévolutives, et cette notion d'obligation. Il y a quelques années, il y a eu quelques livres quand même pour dire qu'Alzheimer, c'était formidable, ça permettait d'avoir accès à des choses extraordinaires, hein, des rapports au temps, d'être dans le présent. Il y avait une forme de vision presque romantique et idéalisée de ce que c'était que vivre avec les maladies neuroévolutives. On n'est pas là-dedans. Hein. On a dit ça oblige à se réinventer. J'ai bien aimé que vous travailliez les termes, que vous parliez d'adaptation, de réadaptation, ce qui suppose une adaptabilité qu'on n'a plus toujours. On n'est pas toujours souple, on n'a pas toujours cette ressource. Vous avez parlé des ressources financières, des proches autour. Donc cette capacité à se réinventer, elle est, vous l'avez tous dit d'une façon ou d'une autre, c'est pas une injonction et parfois on n'y arrive pas. Et c'était intéressant que dans la table ronde, il y ait aussi par moment cette impasse que ça représente. Donc un grand merci à tous.
On vous laisse pour le déjeuner qui est libre, sauf pour les intervenants qui ont un déjeuner sur place pour caler les interventions qui suivent. On se retrouve à 14h. Juste avant, je pense que vous êtes tous comme moi, vous avez beaucoup goûté l'intervention, entre autres, d'Armelle Debru. Sachez que sur le site de l'Espace éthique Île-de-France, il y a toutes ces interventions et que sur le stand de l'Espace éthique qui est à gauche en rentrant, vous avez cette feuille avec l'ensemble des sens des mots d'Armelle Debru. On va bientôt pouvoir faire un dictionnaire. Ça commence à advenir, ça finit à voisin. Donc maintenant, il y a chercher, les deux sens de chercher aussi. Et vous, sur ce document, sur cette feuille, vous avez un flashcode qui permet d'accéder directement à la ressource. Donc toutes les vidéos sont compilées au même endroit. Merci encore à tous. Rendez-vous à 14h.